Présente d'abord. Bon, on va commencer. On est très heureux de vous avoir avec nous et on est très heureux de faire un duo aujourd'hui pour vous parler un peu des tanins, des goûts et du vin. Un petit intermède aussi, on est tous les deux biologistes. Marc-André Sellos est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, spécialiste en écologie, spécialiste des écosystèmes, spécialiste en particulier des symbioses. Et moi, je travaille à l'Institut Pasteur, je suis Gabriel Épousé et je travaille sur le fonctionnement du cerveau. J'essaie de m'intéresser au fonctionnement du cerveau pendant la dégustation. Et on a voulu aujourd'hui vous proposer une conférence qui va bien au-delà du tanin, du point de vue purement œnologique. Nous, on n'est pas du tout œnologue, c'est pas notre fonction, c'est pas notre travail, c'est pas notre formation. On va essayer de vous ouvrir à une dimension beaucoup plus large des tanins, de la biologie des tanins, de savoir à quoi ils servent, de savoir aussi pourquoi on les consomme, pourquoi on continue à consommer des tanins. Et vous allez voir qu'il y a des questions intéressantes d'accords mets-vins aussi qui va là-dedans. Et essayer de se poser la question des tanins avec le spectre le plus large possible, sans inhibition. Et comme on est en petit comité, on n'hésite pas à poser des questions, bien sûr, à tout moment. On goûtera 2 vins au cours de la dégustation, mais ici, on est plus ici dans un travail de vulgarisation, de transmission de la science. Et les vignerons qui présentent leur vin, Hervé dans la salle, Pierre Gassman nous rejoindra tout à l'heure, sont là pour illustrer des points et je leur donnerai la parole parce que c'est bien eux qui peuvent en parler mieux que nous sur certains aspects qui nous intéressent aujourd'hui. Avec Marc-André, on va essayer de faire un peu un dialogue. Donc s'il y a des questions qui vous intéressent aussi, on peut les aborder. On va improviser un petit peu, c'est ça qui va être intéressant. Et aussi de faire quelque chose qui est un peu vivant sur ce thème des tanins. Alors on a pensé commencer par de la couleur. On va aborder de la couleur. On va aborder au moins 3 trucs. La couleur et l'astringence. Et on parlera un tout petit peu d'aromatique et d'amertume aussi. Donc en 1 heure, ça va être compliqué de parler de tout ça ensemble. Couleur, astringence, saveur, aromatique. Donc forcément on va faire des abstractions un petit peu. Mais on va commencer par la couleur. Alors la couleur est aussi histoire de tanins au sens large, en prenant également les tanins colorés en compte. Alors d'abord, vous savez que la vigne sauvage, elle est noire, et qu'un premier travail dans la domestication de la vigne, ça a été, d'abord de faire un peu plus de raisins que la vigne sauvage, mais aussi des raisins qui ont des couleurs différentes. Ces couleurs, elles sont en particulier dues à des tanins, et en particulier, ce qu'on appelle tanins d'une façon générale, c'est des molécules qui contiennent un ou plusieurs motifs phénols dans leur structure. Et beaucoup de ces molécules sont colorées. C'est elle en particulier qui colore le raisin noir en noir, enfin en violet le raisin blanc pas blanc justement en fait, en jaune vert. Alors d'une façon générale, ces composés-là se trouvent pas répartis uniformément dans le grain. Posons les choses sur la table, il y a aussi des tanins et donc même faiblement colorés dans le raisin blanc, mais en général, ces composants-là, ils sont dans les cellules ici de la peau et aussi celles du pépin. En d'autres termes, il y a 3 parties importantes dans la baie de raisin. Il y a la peau, la pulpe et le pépin. Il y a 2 types de composants qui vont être intéressants pour la vinification. Il y a les tanins et le sucre. Et en fait, ces tanins sont surtout dans la peau et dans les pépins, qui ne sont pas très sucrés. Et le jus, il contient un peu de tanin, mais il contient surtout le sucre qui fera l'alcool. Et cette répartition asymétrique, elle va autoriser de continuer à jouer sur la couleur, au-delà même de la couleur du raisin dont on part. Si vous pressez rapidement un vin, vous extrayez le jus sucré de la pulpe, et vous pouvez faire un vin blanc, même en partant d'un raisin rouge. Vous savez par exemple que le pinot noir ou le pinot meunier sont utilisés en Champagne. Si vous faites macérer la peau, et que vous partez d'un raisin dont la peau est peu ou prou colorée, vous extrayez de la couleur. Si vous partez alors vous pouvez aussi faire des extractions plus limitées pour donner un rosé. Si vous partez d'un raisin blanc, vous pouvez faire ces vins qui arrivent à la mode en ce moment, qui sont assez intéressants, qui sont les vins oranges, qui sont des vins en fait issus de la macération de la peau et des pépins d'un raisin blanc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, la couleur accompagne en fait aussi un certain nombre de composés qui, sans être colorés, vont être aromatiques. Je l'ai dit, tous les tanins ne sont pas colorés. Et dans cette histoire-là, la couleur vous montre comment se comportent les tanins, même quand ils ne sont pas colorés. Et ça veut dire que quand vous avez de la couleur qui apparaît,
Bien sûr, il y a des tanins colorants qui viennent, mais il y a des tanins pas colorants qui vont avoir les propriétés dont on va parler. Je reprends ça. Dans mes tanins, j'en ai qui sont colorés. Et donc, plus effectivement je laisse tremper le jus avec la peau surtout, et peu ou prou les pépins, plus j'extrais de la couleur. Mais au passage, il vient aussi, parce qu'ils ont un peu la même chimie, tout un tas de tanins qui, sans contribuer à la couleur, vont être présents dans le vin. Et au résultat, quand on prend l'ensemble des tanins, colorés ou pas, on arrive à des vins rouges qui sont donc l'extrême de la macération, avec un matériau de départ, le pépin, le raisin rouge ou noir, qui est assez tannique. On arrive à des vins qui ont 5 à 10, voire 15 fois plus de tanins, colorés ou non. Voilà. Bon, ça c'est la couleur. Vous voyez déjà que finalement, on sent déjà que cette couleur est à l'intersection de ce que donne la vigne ou ce qu'elle ne donne pas, ce qu'elle a dans ses baies, dans ses fruits, et puis à l'intersection aussi de ce qu'on décide de faire ou pas. Et ça, c'est des gestes culturels, c'est des choses qui rentrent dans le terroir. On décide ou non de faire de l'extraction sur certaines cuves ou pas d'autres. Et voilà la couleur déjà construite. Enfin, la couleur primaire, parce qu'on pourra parler de vieillissement après. Alors, on commence sur la couleur, on terminera sur la couleur. L'autre aspect qui va nous intéresser, c'est aussi bien sûr la dimension de l'astringence. Et la dimension de l'astringence, je voulais la présenter parce que souvent, déjà, on mélange la notion d'astringence. L'astringence, déjà, c'est une dimension qu'on classe dans la bouche, certes, mais surtout qui est une dimension qui est purement tactile. L'astringence, elle naît quand on a des petits composés de la famille des tannins, des phénols, qui interagissent avec les protéines de la salive, qui font des ponts, et qui agglomèrent ces protéines pour faire des petits agrégats de taille plus ou moins grande, et qui vont donc modifier fortement les propriétés de la salive. Ça, on le sait bien, parce qu'on peut faire des expériences où on peut neutraliser, par exemple, les nerfs sur la langue qui véhiculent toute l'information gustative, l'acidité, le sucré, le salé, l'amertume, l'umami, je vous rappelle les 5 saveurs de base, et puis on en découvre d'autres maintenant aujourd'hui. Si on neutralise cette information gustative et qu'on fait goûter aux gens un objet tannique, ils le perçoivent toujours. Alors qu'ils sont incapables de sentir le salé, on arrive quand même à toujours apercevoir le tactile, parce qu'il naît en fait de la perturbation de l'information de la salive. Votre salive, c'est un objet qui est un gel viscoélastique, et c'est un gel dont la première fonction, c'est de lubrifier et de protéger votre muqueuse et votre émail des dents. C'est un gel qui fait une fine pellicule, et cette pellicule, elle est glissante, et dès que les tanins viennent arriver sur place, ils cassent un peu ce gel, et du coup, on perd le côté lubrifiant et protection de la muqueuse, on gagne en friction mécanique, on gagne en frottement, et on gagne aussi en contraction. La muqueuse se contracte, se protège. Donc l'astringence, si je dois résumer la question, si on n'avait pas de salive, on serait incapable de sentir l'astringence tel qu'on le sent aujourd'hui. Comment ça se manifeste? Ici, vous avez une photo en microscopie électronique à une très forte grossissement. Ici, on est en dessous d'un micron. Et dans notre salive, on a plein de protéines. Aujourd'hui, on connaît 1200 protéines différentes dans notre salive. Et parmi ces protéines, il y en a une qui est très importante, qui s'appelle la mucine, qui fait un gel et qui fait une espèce de film. On voit ici, on devine ici, à la surface de la langue, ici vous avez des petits prolongements des cellules, et ici vous voyez ces petits filaments ici, ce petit enchevêtrement de fibres, ça c'est les protéines de la mucine qui font un gel, qui protège un peu notre muqueuse. Dès qu'on apporte des tanins, ces protéines s'agglomèrent, et qu'est-ce qu'on voit apparaître en microscopie électronique? On voit des agrégats. On voit des particules qui grossissent, et dont on mesure la taille, et la taille est croissante avec la concentration des tanins. Ici on apprend un tanin typique. Donc en fait, les tanins sont là pour modifier notre salive. Et ça, il faut vraiment le comprendre. L'astringence, c'est tactile, c'est le toucher. C'est l'aspect que je suis capable de décrire quand je touche un objet entre mes deux doigts, entre mon pouce et mon index. Je suis capable de décrire beaucoup de choses entre mon pouce et mon index, savoir si c'est granuleux, si c'est lisse, si c'est visqueux, si c'est du taffetas, du velours, de la toile de jute, et j'en passe. Tout ça pour vous dire que finalement, si on se penche sur la question de comment on décrit la perception tactile en bouche, il y a des personnes qui ont essayé d'avancer un peu là-dessus. Pour une raison simple, c'est que la perception tactile en bouche, elle est extrêmement sensible. Ici, je prends une coupe de mon cerveau, et à ce niveau-là de mon cerveau, il y a une zone ici qui est représentée en rouge, où l'ensemble du toucher de mon corps se projette à la surface. C'est-à-dire que si je touche mon petit doigt,
ça va s'activer ici. Si je touche le bout de mon orteil, ça va s'activer ici. Si je touche mon coude, ça va s'activer ici. Et vous remarquez tout de suite que sur cette image, la surface de chacune partie de mon corps, elle est proportionnelle en fait à la sensibilité de mon corps. Je suis beaucoup plus sensible avec ma main qu'avec mon coude. Comme vous savez. En fait, la surface de mon cerveau qui est activée est proportionnelle à la concentration des capteurs du toucher. Regardez ce qui se passe en bouche. Si je cumule la surface des lèvres, de la bouche, de la langue et du pharynx, j'ai 20% de mes capteurs du toucher qui sont juste ici, dans cette petite surface. Cette petite surface buccale, toute petite, concentre 20% de nos capteurs. Donc c'est extrêmement pertinent de décrire un vin par des descripteurs de toucher. Toute l'histoire est là. C'est extrêmement pertinent parce que l'organe le plus sensible de votre corps, il est là. Il est là, et on le sait sans le savoir. Donc parler du toucher avec des termes, parler du vin avec des termes qui viennent du tactile, ça a du sens. Donc il y a des gens qui ont essayé de se poser la question de savoir mais comment essayer de transmettre cette idée-là. De la même manière qu'on a créé une roue des arômes, en Australie par exemple, il y a un chercheur qui a essayé de créer une roue du toucher. Pourquoi pas, si c'est un outil pédagogique. Il a essayé de discriminer les différentes formes d'astringence, astringence qu'il appelle particulière, astringence qui est liée à la texture de surface. Dans la texture de surface, on retrouve par exemple toute la nature des différents tissus que vous avez. La soie, c'est pas la même chose que le velours, c'est pas la même chose que le taffetas, c'est pas la même chose que la toile de jute. Vous savez très bien faire la différence. Vous faites la différence entre vos doigts, vous le ferez encore plus dans votre bouche. Bon. Sur ce thème d'ailleurs, on va commencer à servir le premier vin rouge de la dégustation, qui est un vin de chez Hervé. Merci Hervé. On sait un Clos des Fées 2007 qui fête les 10 ans de ton domaine, si je me rappelle bien. En 2007, tu fêtais tes 10 ans. On va commencer à le servir. Peut-être juste avant qu'on vous commenciez la dégustation, je vous propose une première expérience qui là ne vous demande pas de verre. Vous allez poser la langue sur votre palais. Là, vous avez vos dents. Vous posez votre langue sur votre palais, le bout de la langue. OK ? Alors là, c'est difficile de parler. Donc moi, je ne vais pas la poser. Et avec votre langue, vous allez frotter le palais. Frotter. Frotter, mais en appuyant. Vous sentez l'astringence qui vient ? Hein ? Vous la sentez qui vient ? En fait, vous êtes en train de brosser la mucine dont vous parlait Gabriel et vous sentez votre palais. Donc en fait, derrière l'astringence, il y a le mélange de ce que deviennent les protéines, plus ou moins gros agrégats, et la façon dont vous découvrez ce qui est votre propre... le côté abrasif de vos muqueuses, de ce qui est votre propre rugosité. En fait, largement, ce que vous percevez dans l'astringence, c'est le degré auquel les tanins permettent de dévoiler votre propre rugosité. Alors cette expérience-là, elle se fait sans vin, et on voit très bien que c'est ça. Et on reviendra, c'est un peu asséchant, on en parlera peut-être après de ça. Donc, dit autrement, on peut goûter un vin, mais pour bien apprécier ses tanins, si vous goûtez la langue plaquée vers le bas, ou au contraire, la langue plaquée sur le palais, la langue plaquée sur le palais, c'est la même chose que ce que vous faites quand vous mettez votre pouce et votre index. Vous essayez de savoir la granulométrie de l'objet. Mais quand je fais ça, pour savoir si mon tissu c'est de la soie ou du taffetas, souvent, vous voyez bien que je bouge. Quand je veux savoir si mon tissu c'est du velours ou du lin, je bouge. Il faut bouger pour sentir les tanins. Le sens tactile, c'est un sens qui est dynamique. De manière figée, si je pose mon doigt là, je suis incapable de savoir ce que c'est. Si je commence à bouger, je vais sentir la granulométrie de l'objet, la granulométrie des précipités de tanin que je vais faire, de même que la granulométrie du tissu, et je vais commencer à sentir justement quel type de tanin j'ai. Alors que si c'était du sel, vous le sentiriez même sans bouger la langue. Donc, sentir, le toucher, c'est un objet qui est tactile. Il faut mâcher son vin, il faut bouger sa langue sur son palais. Si vous ne faites pas ça, si vous gardez votre langue vers le bas, vous passerez à côté de la dimension du vin. Donc n'hésitez pas à faire ce qui peut paraître pas forcément quelque chose de séduisant du point de vue du sommelier. Le sommelier ne va pas faire ça, par exemple. Mais il faut bouger, il faut être actif, il faut être dynamique. Et c'est la meilleure manière d'être en interaction avec cet vin. Bon, je laisse la parole à Hervé qui nous parle un peu de ce vin et un peu de ses tanins. Moi, je suis un peu confus parce que je suis végétarien. Oui, mais j'ai quitté l'école à 15 ans. Vous savez faire du vin. Voilà. En revanche, pourquoi je suis heureux d'être ici ? C'est parce que je suis ce qu'on appelle un hyperkinesthésique.
Un hyperkinesthésique, c'est-à-dire que le toucher, pour moi, est un sens essentiel. Je m'en suis rendu compte très tard. Je suis à la limite un peu handicapé par ça. Je ressens les textures. Mon cerveau ressent les textures ou a l'impression de ressentir les textures, même quand je les vois. Donc, je touche en permanence les objets, les vêtements, les tissus, et je ressens énormément les textures, même en fait au niveau du cerveau. Donc, je fais des vins extrêmement texturés. C'est sûrement parce que je suis un hyperkinesthésique que je suis allé m'installer dans un terroir argilo-calcaire avec des terroirs argileux et calcaires qui vont me permettre justement de faire des vins particulièrement texturés avec des textures presque physiques qui sont très différentes de certains de mes confrères. Voilà, donc ça c'est très important. Et ensuite, j'ai la chance aussi d'avoir des vieilles vignes qui me permettent de faire des petits rendements. Et donc, fatalement, on a vu en volume des tanins d'une manière importante. Et mon travail de vinificateur, c'est d'avoir le plus de polyphénol possible. Et en fait, de les faire le plus fin possible, qu'il y ait une texture de tanin qui soit le plus proche de celle que j'aime, en fait, en réalité. À travers finalement bien sûr mon terroir, ma vinification, mais aussi mon élevage, puisque en fait, une fois qu'on arrive, et sûrement vous en parlerez tout à l'heure, on arrive à capturer ces polyphénols dans la barrique, en fait, et bien, il faut arriver à ce qu'ils se frottent un peu entre eux pour arriver dans ce mouvement à s'affiner jusqu'au moment où on a une texture non pas de velours, mais de velours fortuny, c'est-à-dire l'image que j'emploie, c'est un nombre de nœuds. Vous avez tous vu des tapis. J'ai un jour un de mes amis qui était grand collectionneur de tapis qui m'a expliqué que effectivement, selon la matière qu'on utilisait pour tisser un tapis et le nombre de nœuds au centimètre ou au mètre carré, je ne sais plus comment ça se calcule, et bien effectivement on pouvait avoir soit de la grosse laine et des tapis très brutaux, et en fait des tapis de soie absolument impossible aujourd'hui même à tisser parce que très anciens. Et sur effectivement un grand tapis de soie, un immense tapis, on peut le plier, le replier, puis le replier, le replier, et à la fin avoir un tout petit rectangle, parce que le tapis effectivement bouge, et chaque fois que je parle de tanin, je fais effectivement toujours ces mouvements en fait que je fais effectivement avec ma langue quand je coule ce vin. Et quand il parle de fibres textiles, la grosse laine, une fibre de soie, on voit bien qu'on parle encore une fois de granulométrie. On parle de la poudre. Est-ce que c'est du sable ? Est-ce que c'est du gravier entre mes doigts ? Est-ce que c'est du taffetas, du velours ou de la soie ? C'est vrai que je savais, par exemple, qu'effectivement notre bouche est capable de sentir des textures de l'ordre du micron au micron près, comme le bout de votre doigt et une autre partie de votre corps qui ne figurait pas sur le schéma, mais qui est quand même extrêmement sensible. C'est vrai, ton schéma. Derrière, l'intérêt de la chose, effectivement, c'est aussi de se rendre compte que je pense, mais vous allez sûrement parler, qu'on n'est pas égaux de votre sensibilité aux textures. D'abord, on n'a parfois pas les outils. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé avant même qu'il le dise, j'étais en train de faire ça, de le bouger, etc. Parce que j'étais en train de savourer, en tant qu'hyperkinesthésique, cette texture qui pour moi est le plaisir du vin. J'ai du mal avec les vins liquides. Elle me sert un Chambertin Rousseau pour me faire plaisir, ça ne m'évoque rien. Moi je suis un hyperkinesthésique, donc ça ne m'intéresse pas les vins liquides. Je les admire, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'émeut pas. Et donc voilà, ça j'ai appris effectivement cette chose qu'il fallait bouger. Donc on le goûte ensemble, vous l'avez peut-être déjà goûté, mais on le refait maintenant tous ensemble avec un peu plus de discipline. Vous le goûtez en deux temps, vous le goûtez une première fois avec la langue plaquée vers le bas, et vous regardez ce qui se passe. Et dans un second temps, c'est un exercice qui n'est pas facile, on a tendance toujours à plaquer notre langue vers le haut, et d'ailleurs l'alcool nous force à la déglutition, donc à un moment on va vouloir plaquer notre langue vers le haut, c'est un réflexe. Mais je vous force à le faire parce que c'est pour dissocier dans le temps différentes phases de la dégustation. Quand vous le plaquez vers le bas, vous allez avoir votre action de salivation un petit peu face au vin, de protection. Et dans un second temps, quand vous allez plaquer votre langue vers le haut, là vous allez commencer à découvrir sur quel tissu vous êtes installé, dans quel lit vous êtes mis. Est-ce que c'est un lit de paille ou est-ce que c'est un lit de soie ? Quel est l'ameublement ? Exactement. Et je ne parle pas juste de décorum, là c'est toute la texture, la consistance du vin qui vous parle. Est-ce que ça a poussé sur des argiles, des calcaires ? Un vin particulièrement texturé pour la manifestation. Après, il y a des gens qui, au contraire, sont dérangés par ce côté tactile et qui vont naturellement aller vers des vins plus liquides parce qu'ils préfèrent ça. Donc, on a quand même tous des physiologies internes.
la science aujourd'hui l'a prouvé, il y a eu de multiples choses, on est très différents tous devant la dégustation du vin. C'est absolument imbécile de penser qu'on ressent tous la même chose dans cette pièce. On en reparlera à propos de la mer, mais deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, des astringences très légères vont se traduire par des impressions qui ne seront pas forcément des impressions granuleuses. On n'aura presque pas l'intention d'un toucher, mais sur certains vins blancs, c'est une des choses qui contribue à faire la structure et l'épaisseur du persenti du vin quand c'est vraiment très léger. Puis la deuxième chose quand même, ce réflexe de plaquer la langue contre le plafond de la bouche, c'est quelque chose qui va permettre de sentir les tanins. Or, disons-le déjà, on y reviendra tout à l'heure, les tanins, c'est pas bon. Alors c'est pas bon en excès, là il n'y a nulle toxicité liée aux tanins, mais vous comprenez que comme ils s'accrochent aux protéines, qui les déforment et qui les empêchent de travailler, si jamais il y a des tanins qui arrivent dans le tube digestif en grande quantité, ce sont les protéines digestives qui les empêcheront de fonctionner. En d'autres termes, ça explique par exemple que certaines personnes supportent mal les vins qu'ils disent très tanniques parce qu'ils ont la digestion lourde après. C'est effectivement ça. Donc biologiquement, nous sommes sélectionnés pour percevoir les tanins et en particulier avoir ces réflexes qui permettent en bouche de sentir leur présence ou pas, parce que usuellement, quand la quantité de tanins est trop élevée, cela conduit à un réflexe de rejet. Bon, donc tu veux dire que les plantes, finalement, fabriquent des tanins, dans une première ambition, c'est de se protéger. Tout est dit. Les tanins, en fait, sont des composés protecteurs des plantes. Ils le sont par rapport aux herbivores. Les plantes, en accumulant ça, sont de moins en moins comestibles. Alors, il y a des herbivores qui s'adaptent à ça. Mais les tanins sont aussi des composés protecteurs sur bien d'autres chapitres. On sait très bien que certaines jeunes pousses de certains cépages sont rouges. Ce sont, comme ils absorbent la lumière, des molécules qui peuvent être photoprotectrices. Ce sont aussi des molécules qui, on le sait, on parle beaucoup de resveratrol pour le coup, comme étant un antioxydant. En fait, ce n'est pas le plus grand antioxydant du vin. Il y a d'autres flavonoïdes qui sont très antioxydants, mais ce sont des antioxydants et des antiradicaux libres. Et or, les dégâts d'oxydation et les dégâts de radicaux libres se produisent après l'essentiel des stress, que ce soit des stress thermiques, des stress par le gel, des stress simplement par une blessure. Donc, en réalité, ce sont des composés de défense, à la fois contre les animaux, contre les parasites potentiels, mais aussi contre toutes, finalement, les agressions physico-chimiques du milieu. Et d'ailleurs, pour que nos vignes produisent beaucoup de tanins, on reverra qu'ils ont d'autres rôles, mais notamment ils ont ce rôle donc, de toucher en bouche, eh bien on les met dans des conditions qui ne sont pas très sympas pour elles. C'est une plante qui, je vous rappelle, pousse les pieds dans l'eau et grandit abritée dans les arbres sur lesquels elle grimpe dans les forêts riveraines méditerranéennes. C'est ça l'écologie de la vigne. Et on la met en plein champ, on la taille, on la met en plein soleil et elle n'a pas beaucoup d'eau. Gros stress, accumulation de tanins. Les tanins qui ici vont être intéressants, eh bien on le sait déjà, pour des aspects de couleur et aussi pour des aspects donc, de toucher en bouche. Et du coup, il y a un paradoxe parce que d'un côté, mon grain de raisin, je veux qu'il mûrisse et qu'il soit l'objet de transport de ce grain et de dissémination de la graine, et en même temps, je veux que ma graine soit protégée. Est-ce que finalement, là, on ne voit pas deux types de tanins entre le pépin et la baie de raisin? Alors, oui, mais aussi en fonction de la maturité de votre raisin. Le raisin pas mûr, les tanins, ils ne sont pas intéressants du tout. Ils s'adoucissent beaucoup, ils subissent des modifications lors de ce qu'on appelle la maturité tannique. Et on sait aujourd'hui qu'il ne suffit pas pour qu'un vin soit récolté, qu'il y ait la quantité de sucre souhaitée, il faut aussi que ces tanins soient arrivés à maturité. Au moment où le grain de raisin, où les pépins sont mûrs, le grain de raisin d'abord se colore d'une façon qui est beaucoup plus appétante pour les animaux qui mangent des fruits, et les tanins deviennent beaucoup moins agressifs. Et là, on passe de tanins qui sont sur la défense du fruit vert à des tanins qui sont finalement moins agressifs pour les animaux et pour certains d'entre eux plus colorés, donc plus attirants. On passe au moment où le fruit dit « mangez-moi, mangez-moi » pour les disséminateurs des pépins. Et effectivement, à ce moment-là, les tanins du fruit, eux, sont beaucoup plus doux, plus ronds, mais ceux du pépin, eux, vous avez déjà croqué des pépins, vous savez que là, les tanins sont quand même plus violents. Dans les pépins, il reste des tanins qui évitent que l'animal mange ou broie le pépin, parce que là, ça, il faut le protéger. Il faut que le fruit soit mangé, mais que les pépins passent dans les excréments. C'est une stratégie de reproduction, en fait. Et c'est de dissémination. Donc, dans les pépins, on a toujours des tanins un peu durs, quand même. Alors, ça se traduit bien, là. Je reviens à ma roue des tanins. Les tanins, on peut les caractériser suivant leur dimension particulière, savoir si c'est un grain très fin, je mange quelque chose comme de la poudre de craie, ou je mange du grain de sable. Dimension de texture, est-ce que ce que je touche, c'est quelque chose qui vibre comme de la soie, ou qui vibre comme de la toile de jute?
Est-ce que c'est quelque chose qui est complexe, qui est asséchant, quelque chose qui est vert, quelque chose qui est dynamique, qui change? Vous voyez qu'on peut essayer de chercher et de développer un peu plus notre vocabulaire sur les tanins, sachant que votre organe est prêt à le faire. L'autre dimension dont tu as commencé à parler, et je pense que le sanglier a bien compris ça, peut-être mieux que nous, c'est que parmi les tanins, il y en a qui sont bons et il y en a qui sont mauvais, si je dois faire quelque chose d'assez binaire. Effectivement, quand on demande à des personnes de scorer justement différentes caractéristiques de tanins, et sur ce vin-là, on pourrait définir un tanin et voir si ça nous plaît ou pas, ben on voit que les tanins qui sont dits complexes, alors je mets un guillemet parce que qu'est-ce que ça veut dire un tanin complexe, qui évoque le velours, qui évoque quelque chose qui occupe toute la bouche, qui est soyeux, quelque chose qui est plutôt scoré comme étant quelque chose de positif, qu'on aime, qu'on apprécie. Alors quelque chose qui est asséchant, qui est agressif, voire qui est même irritant, qui parle comme le papier de verre, là on a quelque chose qui est plutôt scoré négatif. Et là, avec ça, on est en train déjà de lire en fait ce que lit notre ami le sanglier et le chevreuil. Il lit en fait finalement si le tanin est mûr ou pas mûr dans la tête. Il va toujours manger le meilleur raisin mûr. Il va toujours mûr. C'est pas du tout, les gars, ils disent, il est allé manger le raisin bio et pas bio, il va pas manger le raisin bio et pas bio, au contraire. Tous les bio qui ont moins de capacité à se protéger parfois et qui font des raisins qui sont abîmés, les sangliers ne vont jamais manger un chose qui est abîmé. J'ai juste une question et après je retourne au fond de la salle. C'est une discussion que j'ai eue avec Jean-Michel Dice une fois, qui m'a appris ça. On goûtait un vin ensemble à Bordeaux et j'étais absolument stupéfait par justement l'effet salivant que me donnait la fin de bouche d'un vin absolument merveilleux. Et il m'a dit un jour, écoute Hervé, pour moi, le côté de salivation qui est provoqué d'une manière instinctive, alors même qu'on ne le voulait pas, cette sorte de choc physique de son corps qui réagit à un tanin, c'est la marque des très grands vins. Donc, je voulais savoir si vous aviez une réponse à ça. Alors, je vais en parler. D'accord, mais après. Mais avant ça, je vais répondre à une première question. Peut-être, oui. Ce qui a été dit, pardon. Vous avez dit que les tanins, quand ils étaient en trop grande quantité, pouvaient gêner la digestion parce qu'ils bloquaient les protéines, etc. Moi, j'avais entendu au contraire, ou peut-être qu'il n'y a pas de contradiction, qu'un vin très tannique, très riche en composés phénoliques, pouvait aider à la digestion, d'où le mariage classique, par exemple, entre des vins type tanate très tannique avec une cuisine du sud-est. Alors, on parlera ça, c'est le sujet dont on parlera à la fin, et on revient sur cette question. Mais juste peut-être quand même une chose, asséchant. Pourquoi asséchant? J'en parle maintenant. C'est vrai que vous avez l'impression d'une sécheresse en bouche. Or, si vous mettez votre doigt dans la bouche à ce moment-là, vous verrez, il y a toujours de la salive. Qu'est-ce que c'est que cette sensation de sécheresse, cette sensation asséchante? En fait, ce n'est pas du tout l'impression de sécheresse en bouche. Vous appelez ça la sensation de sécheresse en bouche parce qu'elle se manifeste quand votre bouche est sèche. C'est l'impression de salivation. Je m'explique. Quand votre bouche est sèche, vous salivez. Et donc, effectivement, vous avez l'habitude de sentir cette impression quand votre bouche est effectivement sèche. Quand vos tanins sont pris en, si j'allais dire, en otage avec vos protéines, vous sentez votre bouche qui est toute raide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il faut relubrifier la bouche. Et d'ailleurs, il faut bien la lubrifier parce que comme il y a des tanins qui rentrent, il faut les inactiver en les accrochant en protéines avant qu'ils aillent s'attaquer aux enzymes digestives. Donc, vous salivez. Et donc cette sécheresse en bouche n'est pas du tout une sécheresse au sens de l'abondance en eau, mais c'est juste l'impression de saliver, qu'on impute indûment à la sécheresse en bouche, bien qu'elle se manifeste aussi à ce moment-là. Alors, on est dans la bouche justement, et là je fais un écho à une discussion qu'on a eu plusieurs fois avec Hervé, c'est la notion de temps. Le temps, dans la dégustation, dans la vie, c'est important. Et le temps, c'est la clé justement aussi pour comprendre la dimension astringente d'un objet. Ici, c'est un graphique que je vous montre. L'exercice est simple. C'est un graphique où on fait goûter un vin à un dégustateur et devant lui, il a un écran. Et il a 1, 2, 3, 4, 5 cases sur lesquelles il peut cocher sur la sensation dominante qui occupe sa bouche au moment où il déguste. Là, on goûte un vin rouge. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'un vin rouge à l'attaque, imaginons que c'est celui-là, mais ça pourrait être, je ne sais pas si c'est celui-là, c'était un autre. Immédiatement à la bouche, qu'est-ce qui démarre? Dans les premières secondes, ici c'est le temps en secondes, ici c'est l'intensité dominante, ici c'est le niveau de chance parmi les 150 dégustateurs qu'on a fait déguster ce vin-là. Qu'est-ce qui attaque direct? C'est le sucré, suivi de l'acidité. Ça c'est l'attaque. L'attaque du vin, c'est toujours le sucré-acide. C'est cet équilibre-là qui va faire qu'un vin est équilibré ou pas. Mais rapidement, qu'est-ce qui occupe l'espace au milieu et à la fin de la bouche? C'est l'amertume et l'astringence. Et qu'est-ce qui va vous laisser la signature de vin, l'esprit du vin, c'est cette dimension d'astringence qui, via son interaction par la salive, va vous dire sa nature,
son âge, qu'est-ce qu'il a vécu. Et derrière ça se cache aussi l'amertume. L'amertume et l'astringence, souvent on les mélange. Amertume, c'est une saveur. L'astringence, c'est une sensation tactile. Maintenant, vous avez bien compris ça. Mais dans le monde végétal, il y a des composés de la famille des phénols qui sont amers et qui sont aussi à la fois astringents. Mais dis-moi alors, pourquoi... Donc il y a beaucoup de composés qui sont astringents et qui sont pas amers, de composés qui sont amers qui ne sont pas astringents, mais ça se touche un petit peu et ça s'overlappe un petit peu. Et pourquoi, finalement, ces impressions n'arrivent pas au même moment? Pourquoi on a très vite le sucre et le salé, donc ces goûts-là arrivent vite, et le reste arrive lentement, l'astringence et donc l'amertume? Pourquoi plus lentement? Alors, pourquoi l'astringence arrive lentement? C'est parce que c'est une sensation qui est indirecte. Elle naît de l'interaction avec les protéines de la salive. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher directement un capteur. Il faut qu'on touche la salive, qu'on la pétrifie, entre guillemets, qu'on change sa nature physico-chimique, qu'on bouge. Et si vous ne bougez pas, là, on pourrait demander aux gens de faire le même exercice en bougeant pas la langue, et vous verrez que ça se décale dans le temps. Il faut être dynamique. Donc c'est parce que ça, c'est une sensation qui est indirecte. L'amertume est une sensation qui est plus lente, par plusieurs raisons. La nature des récepteurs qu'elle utilise, l'influx nerveux qui est utilisé pour véhiculer l'amertume, et le fait que c'est souvent des molécules qui sont un peu hydrophobes, qui mettent plus de temps à naviguer dans la salive pour rejoindre leurs récepteurs. Donc c'est pour ça que souvent ces deux trucs terminent. Mais la fin de la bouche, elle est dominée par ça. Elle est dominée par l'astringence. Donc il faut prendre son temps quand on goûte le vin. Si vous prenez un vin et vous le crachez au bout de 10 secondes, ce qui arrive beaucoup à des dégustateurs qui ont 250 vins à goûter en 2 heures, il faut qu'ils se dépêchent. Sauf que toute cette dimension-là, elle disparaît. Elle disparaît. Il faut apprécier cette dimension tactile en prenant le temps de goûter le vin. Et donc j'espère que ce vin-là, vous avez compris un de ces messages. Et on ne parlera pas d'aromatique ici, il y a plein de choses à dire de ce vin-là, mais du point de vue du tanin, la présence de ce vin-là, sa consistance, son volume et son astringence, il faut prendre le temps de l'écouter. C'est quelque chose qui se développe doucement, avec lenteur et perspicacité. Ça, c'était un vin rouge qui était un vin rouge allemand, c'était un pinot noir. Donc on n'est même pas sur un vin rouge du Roussillon tel qu'on le goûte aujourd'hui. Donc là aussi, il y a une apogée pour la perception du goût. Et la précipitation nuit également dans la dégustation. Alors, on parlait justement tout à l'heure des tanins qui sont bons et qui sont mauvais. Rappelez-vous, quand on goûte à un objet, finalement, on goûte un objet de 2 manières différentes. Soit on le goûte de manière innée, un peu comme ce bébé qui goûte, qui découvre une saveur pour la première fois. Là, on a des petits bébés qui ont 3 jours, à qui, malheureusement, c'est la torture, puisqu'on leur fait goûter une substance sucrée, une substance acide ou une substance amère. Et là, vous voyez que tous ces bébés, ils ont tous le même réflexe, ils ont tous la même grimace. Là, c'est vraiment l'inné, c'est quelque chose qui est précalé dans leur cerveau. Ceux qui goûtent le sucré, c'est le sourire. Ceux qui goûtent l'acidité, qu'est-ce qu'ils font? Essayez d'imiter cette grimace. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites cette grimace-là? On se contracte. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? On salive. Là, on a un réflexe typique pour saliver. Et là, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il ouvre la bouche et il tire la langue. Qu'est-ce qu'il fait? Il recrache. Il crache quelque chose qui est potentiellement toxique. Et avec l'astringence, on se situe plutôt par là. On a quelque chose qui est potentiellement pas bon pour notre corps, pas bon pour notre digestion, pas bon pour qu'on puisse absorber justement les protéines du lait en particulier. Mettez du tanin avec du lait, je ne vous raconte pas le problème. Là, on est typiquement là-dedans. Donc là, c'est une réaction qui est typiquement innée. Et vous sentez que vous avez des arcs réflexes là, c'est-à-dire que l'astringence vous fait saliver, c'est automatique. L'amertume vous fait effectivement recracher. Tirer au cœur si c'est trop amer, ça vous l'avez déjà, je pense, éprouvé. Et même si vous insistez à manger des choses amères, eh bien, vous inversez la motilité gastrique. Normalement, l'estomac pousse pour que ça avance vers l'intestin, mais si vous mangez trop amer, il y a aussi des récepteurs à l'amer dans tout l'œsophage et l'estomac, votre estomac commence à pousser les choses vers la sortie. Ça fait vomir. Bon, évidemment, c'est pour des concentrations tanniques bien supérieures à celles dont on parle dans le vin. Mais les enfants ont quand même ce réflexe de rejet. Alors, ce qui est rigolo, parce que je réagis, parce que Jacques Putet nous a rejoints et j'ai eu la chance pendant une dizaine d'années de manger avec lui 1 fois par mois et de travailler sur une rubrique qui s'appelle Goût Juste. Et je ne sais combien de fois, il m'a expliqué qu'en fait c'était lamentable que l'amertume ait quitté notre alimentation. Et il me dit toujours, Hervé, un jour tu apprendras à savourer l'amertume de la vie. Et effectivement, en vieillissant, je comprends ce qu'il vient de dire et j'ai appris à savourer l'amertume de la vie et de savourer aussi bien une histoire d'amour qui commence qu'une histoire d'amour qui finit. Et donc le vin, pourquoi se fait-on en fait à savourer la mer et à aimer la mer en vieillissant? Alors, tout ça, c'est typiquement, je vais aller dans ton sens pour montrer aussi que c'est un problème qui est très culturel. Parce que, génétiquement, on n'est pas tous faits de la même manière.
Donc l'amertume, c'est un sujet qui est passionnant parce que, juste comme point d'orgue de cette discussion, on a des restaurateurs. Et je prends un exemple d'une personne qui a 3 étoiles chaque année, qui s'appelle Anne-Sophie Pic, à Valence, qui crée des plats basés sur l'amertume, qui continue à avoir 3 étoiles. C'est quand même ambitieux de faire des menus basés sur l'amertume, sachant qu'on sait que c'est une vertu qui va possiblement nous faire une grimace, et pourtant on continue à avoir 3 étoiles. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que l'amertume, c'est une dimension gustative qui, contrairement à toutes les autres saveurs, sucré, salé, acide, umami, sucré, salé, acide, umami, il y a un capteur en bouche pour chacun de ces saveurs. L'amertume en a 25. L'amertume utilise 25 capteurs, donc une diversité de capteurs qui nous montre ici la diversité aussi de sensibilité de l'amertume. D'ailleurs, par Et sur parenthèse, ces- vous avez vu qu'elle a plein de tanins différents à reconnaître. Hein. Ce n'est pas des molécules aussi homogènes que celles qui donnent le sucre, le goût sucré. Exactement. Ou le goût. Un glucide, c'est un glucide. L'amertume et l'astringence, ça peut être plein de choses. Ici, je voulais vous montrer justement ce qu'on sait bien sur l'amertume, ce qu'on sait moins bien sur les tanins. Et excusez-moi de ce petit parallèle, les tanins, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore très bien. Ici, parmi les 25 récepteurs à l'amertume, il y en a un qu'on connaît bien. Il s'appelle TAS2R38, peu importe son nom. Et dans la population, on sait qu'il y a 3 variants. Il y a un variant qui marche super bien, qui détecte bien les choses. Il y a un variant qui marche très bien encore. Et puis il y en a un autre qui ne fonctionne pas du tout. Ça veut dire que si papa, maman vous a donné chacun de leur côté un variant qui ne marche pas du tout, il y a peu de chances que vous sentiez certains composés, parmi la famille des amers, il y a certains composés que vous n'allez pas sentir. Ici, je vous ai mis la carte dans le monde de la fréquence de ce variant insensible pour un des récepteurs à l'amertume. C'est incroyable. Là, vous voyez dans cette carte-là que, ici, 1 parmi 25, hein, on est bien d'accord, 1 parmi 25, ici, ce composé-là, on va le sentir relativement bien ici, alors que si j'envoie mon vin au Zimbabwe, ce que tu fais tous les jours, Hervé, ou en Amérique latine, ou ici au Mexique, ben, les gens ne sont pas équipés comme toi. Ils ne vont pas le sentir de la même manière. Si on admet que ton vin utilise un composé qui est senti par ce récepteur. Alors ça, les généticiens de la population, ils adorent ça, parce qu'ici, regardez, il y a un truc génial. Comment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont juste à côté, ont quelque chose qui est blanc ou noir. Ben, en fait, il suffit de suivre les anciens mouvements de population pour se rendre compte que les gens qui ont envahi ce pays-là, ce continent-là et celui-là, n'étaient pas équipés de la même manière. Et on sait maintenant que ces populations ici et ici ne sont pas les mêmes. Génétiquement, elles ne sont pas les mêmes. Et du coup, ils ne sentent pas l'amertume de la même manière, en tout cas, l'amertume définie par ce récepteur. Ça, c'est une chose. L'autre point qui est important, c'est que, on en a parlé un petit peu, la salive. Revenons à la salive. Si la salive, c'est la clé pour percevoir l'astringence, c'est aussi la clé du spectre de perception de l'amertume, mais on sait qu'entre un enfant et un adulte, la salivation n'est pas la même. Un enfant fait une salive qui est moins dense en protéines, il fait une salive qui est moins abondante, un adulte fait une salive qui est plus abondante. Et du coup, si on compare les enfants et les adultes sur leur seuil de perception de l'astringence ou de l'amertume, ils ne seront pas les mêmes. Et c'est très bien corrélé à la nature de la salive qu'ils produisent. Donc l'amertume, et je reviens à ta première remarque, Hervé, c'est quelque chose qui est très initiatique. Il faut, combattre le réflexe qui est préclamé dans ma tête, de dire l'amertume c'est pas bon, c'est toxique, les plantes veulent m'intoxiquer, pour réapprendre quelque chose qui est bon, et dont la première vertu, c'est d'allonger le vin, de lui donner du temps, de le faire vivre dans la longueur. Et alors, donc ça, c'est la clé du succès, c'est de travailler à la fois sur notre salive et sur la longueur du vin. Alors, vous voyez qu'il y a une dimension biologique derrière la perception que l'on peut avoir de la mer, mais il y a aussi une dimension culturelle. Et je dis souvent que le vin est une double construction culturelle. C'est la construction des gestes du vigneron qui font le produit, mais c'est aussi l'éducation de ceux qui le perçoivent. Dans une étude dont je n'ai pas retrouvé la diapositive, désolé, qui compare des Tchèques qui boivent de la bière et des Italiens qui boivent du vin, auxquels on fait déguster le même vin blanc et on prend ceux qui sont les plus sensibles pour ce récepteur que tu indiques, et on leur demande de noter ce vin. Et on s'aperçoit que les Tchèques qui ne sont pas habitués en fait aux amertumes du vin vont le noter comme plus amer en moyenne que les Italiens qui ont plus l'habitude de boire ce vin blanc. Alors même qu'on est sur le même variant. Alors il y a peut-être des facteurs confondants, mais on voit que finalement c'est une éducation qui nous permet de transcender le rejet de l'amer et de l'astringent, qui nous permet d'apprécier le vin. On ne comprend toujours pas pourquoi nos ancêtres ont opéré cette transcendance et pourquoi ils se sont imposés
parce qu'on peut faire de l'alcool sans tanin, hein, on peut faire des vins de saké par exemple. Donc ça, on ne l'a pas encore résolu. Mais en fait, le fait est qu'il y a une construction culturelle aussi dans la perception du goût et la tolérance à des choses que biologiquement, on a tendance à rejeter. Et l'homme, pour ça, est un animal curieux, parce qu'il mange des choses qui ne sont pas bonnes. Il consomme de l'alcool, il consomme du poivre, du piment, il consomme des substances amères, des substances astringentes. Là-dedans, mais l'équation n'est pas du tout bonne. Mais qu'est-ce qui transcende tout ça? C'est finalement, à mon avis, la curiosité de cet animal qui a voulu goûter. Et là, je mets un tremplin pour la conférence suivante de Jacques Puzet qui nous parlera justement de l'homme, c'est un animal qui est arrivé à maturité aussi. Il a réussi à apprendre à goûter toute la dimension gustative et sensorielle de son environnement, sans le rejeter de manière innée comme c'est précalé dans le cerveau d'un animal comme un petit bébé, mais de le devenir. Et c'est vraiment dans l'acquis, dans la transformation, dans l'expérience. Moi j'ai des petits-enfants et ils voient qu'on boit du vin rouge autour de la table et que tout le monde rigole. Donc ils se disent, bon, on va goûter ce truc-là. Mon fils, il vient, il goûte le verre de vin, il fait, oh, c'est pas bon, c'est astringent et amer. Il fait une grimace, il repose le verre, il s'en va. Mais il se dit, mais quand même, il continue à rigoler, il continue à avoir du plaisir, à avoir du sourire. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans cet objet. Et vous voyez la dualité qu'il y a entre ce qui est précalé dans mon cerveau, c'est pas bon, et finalement quelque chose qui est socialement intéressant, et on échange, on parle, on travaille, et l'objet vin est là pour ça, pour transmettre une dimension culturelle. Alors on va continuer et terminer sur un autre aspect qui correspond on va revenir sur la couleur, qui correspond au deuxième vin qu'on a choisi, qui nous est présenté par Pierre Gassman, et on part en Alsace. On va vous servir un deuxième verre. Et tu sais ce que je vais faire, Marc-André, moi je vais servir, et toi tu vas commencer à parler, parce que c'est toi qui parles au début de la... Alors on est sur un blanc. On comprend qu'il y a eu moins d'extraction colorée, et on a quand même des tanins, on a notamment cette quercétine. La quercétine, c'est un tanin qui est bien connu aussi dans le chêne, dont il tire le nom, quercus, c'est le chêne en latin, et c'est un tanin qui est ordinairement d'un vert jaune, et qui est celui de la couleur d'un vin blanc jeune. Ce qui est intéressant dans le vin que nous avons là, c'est qu'il a vieilli, et en revenant à la couleur, le vieillissement va permettre l'oxydation des tanins. Or, l'oxydation des tanins, c'est quelque chose qui va faire virer la couleur. Alors, je vous montre ça. Dans l'oxydation des tanins, l'oxygène de l'air réagit pour transformer les phénols en quinones. Et ces quinones ont deux particularités. La première, c'est qu'elles sont assez souvent brunes. Et vous savez très bien, je crois, que les vins vieux se caractérisent par des virages colorés, leur couleur évolue vers le brun. Je suis en train de vous rechercher l'image qui vous convaincra de ça, j'imagine, mais ce n'est pas ici que je vous apprendrai grand-chose sur la couleur du vin vieux. Sur le rouge, le brunissement va au départ provoquer un tuilage, et puis à l'excès, ça va être brun. Je vous fais remarquer qu'il y a des vinifications qui oxydent violemment et qui obtiennent un brunissement plus rapide. Le chauffage des mous dans le madère, par exemple, donne une couleur noire. Il y a aussi une autre façon d'oxyder les tanins que vous connaissez, et vous allez bientôt nous dire, je ne sais pas, de qui est le vin ici. Pierre Gassman, domaine Rolly Gassman en Alsace. Mais qu'on ne voit pas ici, c'est ça? Il va être pris par ses clients. Donc là, c'est une vendange tardive? C'est une sélection de Grenoble, donc c'est un raisin qui a été à la fois, qui a fait qui a séché un petit peu et qui a aussi été botrytisé. On est sur un terroir qui est un peu en avant en Alsace, donc il y a beaucoup de ventilation, il y a beaucoup d'air qui circule, et donc est très prône à justement la botrytisation. Et on est sur une millésime 2007, on est sur un terroir de marneau calcaire avec beaucoup de magnésium dans le sol. Alors, le botrytis, il n'aime pas non plus les tanins, parce que le botrytis, comment il attaque les grains de raisin? Il produit des enzymes pour dégrader les grains et rentrer dedans. Ces enzymes se combinent aux tanins, ça ne va pas. Et donc, il possède des enzymes qu'on appelle des phénoloxydases, qui vont oxyder les tanins. Et on voit très bien que les grains qui botrytisent commencent à brunir. Et donc, là encore, on a quelque chose qui, avant même l'élevage du vin, va contribuer à développer une coloration, si vous me permettez, une coloration un peu plus dorée à brune. Donc, une fois de plus, ce changement de couleur, on l'observe à la fois avec le vieillissement du vin ou avec le chauffage si on le pratique, mais aussi on le pratique, on l'observe éventuellement quand le botrytis a attaqué.
Je ne vais pas proposer beaucoup de diapos sur la botrytisation. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Vous remarquerez que les vins botrytisés ont souvent une astringence réduite, parce que la deuxième chose qui se passe quand on fait des quinones, au-delà du changement coloré, c'est que les quinones, elles réagissent moins avec les protéines. Et donc, vous êtes en train de transformer quelque chose qui était astringent, vos tanins, en quelque chose qui est moins astringent. Les vins botrytisés ou les vins qui ont beaucoup vieilli et dont la couleur commence à virer, en fait, cette oxydation, elle réduit aussi l'astringence. Alors, là, on est à un dosage de sucre qui est à 107, ce qui est beaucoup. Si on avait la possibilité de le goûter en comparaison avec un autre vin, justement, qui n'a pas été botrytisé, et je vais faire l'exercice un petit peu avec vous, mais de manière virtuelle. Excusez-moi. On a des chercheurs qui se sont amusés à comparer justement la dimension temporelle du vin. Vous vous souvenez tout à l'heure le graphique où les personnes scorent un vin avec un écran, et on score ici un Gewürz, donc on est en Allemagne, c'est des Allemands qui font l'étude. On score un Gewürz qui a vécu juste 8 heures en contact avec les peaux, mais c'est des peaux ici de raisin avec ou sans botrytis. Et sur un vin qui est ici sans botrytis ou avec botrytis, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit une dimension d'amertume et d'astringence légère qui prend le dessus, qui allonge, qui participe justement à sa persistance et qui lui donne plus de vie encore. Alors que là, on a quelque chose qui est dominé par l'acidité, l'amertume, ici l'astringence est tendue, et ce vin-là, il perçoit, il s'allonge. Très significatif. Alors, dernier point, et on va essayer un peu de terminer là-dessus. Pourquoi on mange des tanins? Pourquoi on prend des tanins? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Alors peut-être vous n'étiez pas posé parce que vous n'avez pas réalisé que les tanins, a priori, n'étaient pas bons. Et une première partie de la réponse, c'est qu'évidemment, ce n'est pas n'importe quel tanin, ni en n'importe quelle quantité. Mais quand même, on en met un peu, alors qu'à première vue, si c'est des composés de défense, ça ne paraît pas forcément très judicieux. Donc les tanins, si on ne les aime pas, d'ailleurs, il y a une solution qu'on a trouvée qui est très bien pour le vin, c'est le vieillissement. Hervé t'en parlait un petit peu. Et je réponds à ta question. Au cours du vieillissement, les tanins, qui sont justement des molécules composées de phénol, vont se polymériser plus ou moins. Et en fait, en fonction du degré de polymérisation de ces tanins, on va avoir des perceptions, des interactions avec les protéines salivaires qui vont être différentes. Ici, dans ce graphique-là, on regarde la concentration en tanin qu'on mesure quand on la mélange avec des protéines. Quand les protéines sont mélangées avec des tanins qui sont très polymérisés, les tanins qui sont très polymérisés, c'est des tanins assez jeunes, ils ont plein de bras, et du coup, les tanins qui sont très polymérisés, ils fixent toutes les protéines et on n'arrive même plus à les détecter. Alors qu'un tanin dont le degré de polymérisation diminue avec le temps, on passe de pentamère, tétramère, trimère, dimère, monomère, un tanin qui est tout seul, il a peu de bras, et du coup, il n'interagit quasiment pas avec les protéines de salive, il y a peu d'interaction. Et là, je fais référence à des très jolis travaux du professeur Pierre-Louis Tessèdre à l'Université de Bordeaux, qui montrent que si je prends un vin de Bordeaux avec des millésimes décroissants ici de 2005 à 1975, plus le vin vieillit, plus le degré de polymérisation du vin diminue. Donc plus on devient avec des tanins qui vont avoir moins d'interaction avec la salive et qui vont être finalement moins astringents dans leur mesure. Donc le vieillissement, il agit notamment là-dessus. Donc si vous n'aimez pas les tanins, une solution pour vous, boire des vins à l'apogée, tout simplement. Boire des vins qui sont mûrs parce qu'ils ont perdu ce degré de polymérisation. Surtout que les quinones sont moins à l'aise dans l'eau que les tanins, dont on a dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas trop non plus à l'aise dans l'eau. Mais comme elles sont moins à l'aise dans l'eau, ça veut dire qu'elles sortent du liquide. Et donc elles sont souvent beaucoup plus sapides. Et ce qui se passe en fait dans un vieillissement, c'est que vous convertissez l'astringence en arôme. C'est-à-dire que vous prenez une molécule qui a des propriétés astringentes, vous l'oxydez, alors ça change notamment la couleur pour celles qui en ont, mais pour la plupart d'entre elles, ça les rend moins solubles. Et comme elles sont moins solubles, elles partent dans l'arrière-nez. Et donc, c'est en cela qu'on révèle le goût avec le temps. Le bouquet, finalement, ça fait partie de l'aromatisation à la fin des vins anciens. Eh bien, c'est la dernière chose dont on pourrait parler, c'est la longueur en bouche. Alors, juste avant, est-ce qu'on a commenté ce vin juste du point de vue, vous l'avez bu, vous avez essayé de comparer ce vin-là, langue plaquée vers le bas, langue plaquée vers le haut.
Vous avez senti cette dimension tannique indépendamment de la dimension de l'amertume. L'amertume, elle apparaît toute seule sans qu'on a besoin de paquer la lame. Et on voit que cette dimension tannique, elle participe au vin. Ce vin-là, je dirais juste... D'ailleurs, quand on la cherche, elle peut même être gênante par rapport à ce qu'on la attend. façon instinctive qu'on aurait à boire un vin liquoreux sans réfléchir. En fait. Tout à fait. Ce vin liquoreux... Je moins sur un liquoreux que sur un vin rouge, je pense, tannique. Et en voulant pas réfléchir, ben, on tombe sur une surprise qui peut être plaisante ou déplaisante. Sur ce vin-là, d'ailleurs, on peut travailler sur des accords qui sont bien plus ambitieux, justement parce qu'on a cette amertume et cette astringence qui nous permettent d'aller plus loin que sur un moelleux qui serait un peu mou, dans le mauvais sens du terme, à savoir qu'il serait un peu monocorde, justement, et qu'il a juste à proposer du sucre et de l'acidité. Mais ça, c'est lié au magnésium ou c'est lié au tanin? Alors, il faut parler de ce vin juste une seconde de plus, parce qu'en plus de ce vin-là, vous avez senti, il a aussi une dimension un peu saline en bouche. Il est un peu salin sur la finale. Un vin qui est salin en bouche, s'il est salin en finale, ça ne peut pas être dû à du sel de sodium, de l'eau de mer, parce que le sel de sodium, c'est une sensation salée qui est souvent à l'attaque, et rarement en finale. En finale, il y a deux sensations salines qui peuvent vous évoquer cette sensation, soit c'est calcium et magnésium, soit c'est le sens de l'umami. Umami, glutamate, c'est le sens des acides aminés. C'est le sens le goût de bouillon de poule, le goût du parmesan, le goût de tout ce qui est viande qui se transforme. Ici, on est sur un terroir où il y a beaucoup de magnésium dans le sol. On est à proximité à 200 mètres d'une ancienne mine de gypse, et on a une mobilité du magnésium qui est très forte. Et on a ce qui se passe typiquement quand vous goûtez une eau départ, une eau de Saint-Antonin, et une eau de Contrex si c'est plus populaire, on a cette capacité à occuper tout l'espace, cette rondeur supplémentaire, cette salinité qui occupe vraiment la fin de la bouche, et pas vraiment le début, et qui donne un côté encore plus de volume dans ce vin-là. Le problème du magnésium, c'est qu'il peut être aussi un petit peu amer. Et donc, l'amertume du botrytis se cumule avec l'amertume ici. Pensez à la Contrex. Donc, si vous n'aimez pas la Contrex, c'est ce que je peux comprendre, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, et bien, typiquement, on a cette petite touche riche en minéraux qu'on a là-dessus. Je terminerai sur un autre point, c'est pourquoi les tanins. On a parlé de pourquoi les tanins du point de vue des plantes. Parce qu'on a vu que ça faisait de la couleur, on a vu que ça faisait de l'arôme, mais enfin... Pourquoi l'homme continue à manger des tanins et à consommer des substances riches en tanins dans la gastronomie? Excuse-moi, peut-être juste avant, sur la longueur en bouche. Et pour être très bref, la longueur en bouche, c'est le fait que l'arôme persiste alors même qu'il n'y a plus de vin dans la bouche. Je pense que vous pouvez imaginer le mécanisme. Vos tanins se sont agrippés à des protéines. Bon, certaines sont parties avec la déglutition, mais certaines sont encore sur les muqueuses. Ils sont agrippés à ces protéines. Et le lien qu'ils ont opéré n'est pas forcément un lien chimique fort. C'est un lien qui peut être réversible. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? Eh bien, il y en a qui se désorbent, c'est-à-dire qui se détachent de la protéine. Et ça fait qu'après que le vin soit passé, vous avez retenu une partie de vos tanins, puis vous les libérez. Or, ils sont plus ou moins oxydés, donc quand ils partent, ils peuvent se volatiliser puisqu'ils sont moins finalement à l'aise dans l'eau. Et c'est tout simplement cette affinité pour les protéines qui va encore jouer dans la longueur aromatique. Mais bon, revenons à ta question qui est d'où part tout ça? Pourquoi, alors c'est une question simple, pourquoi dans notre culture française par exemple, et Jacques pourra en parler bien mieux que moi, pourquoi on prend une boisson aussi tannique que le vin rouge pour accompagner certains mets? Mais ça, c'est pas seulement vrai en France. Si vous allez en Asie par exemple, quand on vous sert des plats un peu gras, on va vous accompagner ça avec un thé vert justement très tannique, ou certains condiments qui sont légèrement tanniques qui apportent un côté astringent. Pourquoi cette analogie dans différentes civilisations qui ne sont pas forcément rencontrées du point de vue gastronomique? La réponse, elle est dans le gras. Parce que finalement, il y a une homologie qui est simple, c'est que souvent les objets très tanniques, on les prend avec des objets qui sont très gras. Cassoulet, qu'est-ce qu'on sert avec le cassoulet? Kaor, tanate, quelque chose de très tannique. Je vais au Japon, donc au Japon, l'organisation d'un repas n'est pas tout à fait la même chose, on a plutôt des petites bouchées et puis des petites respirations, etc. Mais si j'ai un poisson qui est très gras, eh bien, un thon, juste un ventre de thon par exemple qui est très gras, qui est très riche en graisse, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais apporter justement les mets les plus tanniques, justement pour contrebalancer ce gras. D'ailleurs, ça va formidablement bien avec le vin rouge tannique. Un sushi de thon gras au Japon, chaque sushi va avec un truc différent, mais vraiment je vous conseille, si vous avez l'occasion, au moment de manger un thon gras au Japon merveilleux, c'est là où on a un vin rouge tannique et on se dit mais c'est pas possible, on ne va pas directement vers l'harmonie mes vins, mais elle est évidente et merci de m'avoir expliqué pourquoi. Alors l'explication elle est là, Hervé, et tu vois que ça a été une expérience qui a été un peu initiatique. S'il y a un lien entre le gras et l'astringence, ben faisons le test. On prend des étudiants, parce que c'est souvent avec des étudiants que ça commence. On prend des étudiants et on leur fait manger un truc gras, 5 tranches de salami.
En général, ils disent pas non. Hein. Au début. 5 tranches de salami, au début, ils disent OK. Et à la fin de ces 5 tranches de salami, on leur demande de noter, de boire soit de l'eau, soit du thé vert, un thé vert qui est riche en tanins. Et on leur demande de noter sur une échelle leur niveau de sensation de gras qu'ils ont en bouche et le niveau d'astringence. Donc il y a tous les contrôles dans cette manip. Il y a des gens qui boivent, qui mangent du salami bien gras, de l'eau, du thé, des gens qui ne mangent pas de salami du tout, qui mangent que du thé, qui boivent que de l'eau, on regarde tout ce qui se passe. Et ça, on le fait 30 fois. Donc, le saucisson, il y passe jusqu'au bout. Et petit à petit, vous pouvez bien comprendre que si je regarde juste le gras, qu'est-ce qui se passe quand on mange quelque chose de gras? Il se crée cette espèce de pellicule en bouche qui est très saturante, qui est collante. Et très rapidement, au bout de nombreuses bouchées, on voit le niveau de perception du gras qui monte. Et quand on cumule ça avec une prise de thé vert, riche en tanins, ben on voit que la perception de gras, elle diminue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette pellicule de gras qui est emmêlée avec les protéines de mucine et notre salive, ben, qu'est-ce que fait l'astringence? Elle fait le bon boulot, elle polymérise tout ça, elle nettoie votre salive qui a été contaminée par le gras, et si on salive un petit peu derrière, vous pouvez refaire une salive qui est toute fraîche, et votre bouche est de nouveau opérationnelle pour le mets suivant. Et ce qu'apporte l'astringence, finalement, c'est un rinçage du palais. On apporte un rinçage du palais qui peut permettre d'aborder la bouchée suivante avec beaucoup plus d'appétit et pas du tout ce côté saturant et cette idée de oh, « j'ai plus faim, là je peux plus ». C'est pas que vous avez plus faim, c'est qu'en bouche vous êtes complètement saturé. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Vous êtes dégustateur de vin et vous avez décidé d'aller au primeur de Bordeaux et de vous mesurer à cette épopée. Voilà ce qui se passe dans votre palais. Vous allez manger l'équivalent d'un thé seul ici. Le degré d'astringence monte ici. Si vous prenez quelque chose qui est un petit peu gras entre chaque prise de boisson tannique, ça va créer une pellicule justement qui va, dans une certaine mesure, vous protéger de l'astringence qui va, elle, trop attaquer votre bouche. Donc il y a vraiment une opposition entre astringence et gras, et l'astringence est ici pour, finalement, floculer cette pellicule de gras qui est trop saturante. Mais derrière ça, il faut quand même saliver. Il faut saliver, donc il faut quelque chose qui stimule la salivation. Qu'est-ce qui stimule la salivation? L'acidité et l'umami. L'umami, les cellules glutamates. Quelle est la boisson qui convoque à la fois l'acidité et l'umami? C'est le vin, c'est le saké, c'est les produits fermentaires. Et les produits fermentaires, j'entends par là aussi des condiments fermentaires. Au Japon, il y a plein de produits qui sont fermentés justement, qui apportent justement ce côté acidulé, acide lactique, de la fermentation lactique, et ce côté glutamate, fermentation, qui va permettre de contrebalancer ce côté. Donc derrière ça, vous voyez que l'astringence, elle a une vraie vérité, c'est le meilleur objet de construction pour un accord mets-vin, dans le sens où elle rend le gras compatible avec notre perception et elle donne un peu d'élan à la dégustation. Juste pour terminer sur ce point-là, les Japonais ont une très belle manière d'exprimer ça, c'est qu'ils parlent de l'astringence comme étant une respiration au cours du repas, et je trouve que ça exprime très bien ce qui se passe. On a un plat qui nous subjugue, il faut respirer du point de vue de la bouche pour se remettre opérationnel et commencer l'autre bouchée suivante. Là, on trouve l'organisation du repas japonais avec plein de petites bouchées qui se succèdent et pas une grosse assiette de cassoulet, c'est pas la même chose. Mais l'idée étant la suivante, c'est la respiration. Une respiration pendant le repas, les tanins, c'est la respiration. Alors, pour conclure de mon côté sur un point qui est peut-être moins exotique et poétique que les respirations de Gabriel, je voudrais revenir au propos de Pasteur. Le vin est la boisson la plus hygiénique du monde. On rigole parce qu'on se dit que Pasteur avait des connivences avec le milieu viticole. Vrai, mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Ce n'est pas à ça qu'il pensait. À l'heure où les eaux étaient contaminées autour des habitations, tout simplement par les habitudes qu'on avait de rejeter tous les déchets, tous, n'est-ce pas, dehors, il était beaucoup plus sain de boire une boisson qui combinait l'alcool et les tanins, parce que l'alcool, comme les tanins, sont antibiotiques. Ça abîme aussi les protéines des microbes. Et en fait, on peut penser que les grands types de boissons, qui sont soit des boissons chauffées à tanins, thé, rooibos, maté, ou les boissons fermentées donc alcooliques à tanins, ont émergé dans l'histoire comme des savoir-faire pour boire sans attraper la dysenterie qui a ennuyé l'humanité pendant des décennies. Et l'humanité a commencé sans doute pour des raisons techniques à utiliser le vin. D'ailleurs, elle le coupait d'eau. Et ensuite, les raisons techniques ont disparu cependant que persistaient les traits culturels et les plaisirs culturels associés à l'apprentissage. Aujourd'hui, le vin peut être vu comme un fossile du point de vue de sa fonction biologique, mais il est bien vivant du point de vue de sa fonction culturelle.
Et si je peux faire un instant de publicité, c'est ce que j'essaie de raconter dans un livre sur les tanins que j'ai publié en octobre dernier chez Actes Sud. Merci.